Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro du Cinéma Club. Un numéro au thème hybride puisqu'on va aborder la relation entre le cinéma et le jeu vidéo. Cette connexion me passionne car elle offre beaucoup de possibilités en termes de réalisation et d'écriture. Par exemple, depuis quelques années, on remarque l'apparition d'éléments narratifs propres aux jeux vidéo, notamment d'aventures, dans des blockbusters. Une des premières fois où ça m'a marqué, c'était dans Crimson Peak de Guillermo del Toro. Dans la deuxième partie du film, qui se déroule dans un manoir, l'héroïne avance dans sa quête en récupérant des objets ou en résolvant des énigmes, ce qui lui permet d'accéder à une autre pièce de la demeure et ainsi continuer l'aventure. Il est intéressant de chercher quand ce dialogue entre cinéma et jeux vidéo s'est instauré. Plusieurs exemples me viennent évidemment en tête, comme Scott Pilgrim ou Oldboy, mais certains films plus confidentiels ont expérimenté dans cette voie. Je pense notamment à The Kings of Summer, qui emprunte des éléments de point and click et de jeu à la Zelda pour son histoire. En France aussi, nous ne sommes pas en reste, puisqu'on a eu Les Rivières Pourpres par exemple et sa séquence de baston, mais aussi Le Pacte des Loups, film d'aventure où chaque protagoniste représente une classe de personnages. On a aussi dans le film quelques références évidentes, notamment à Soul Calibur. D'ailleurs, l'adaptation de Silent Hill par Christophe Gans partage beaucoup de similitudes avec sa version vidéoludique. Mais c'est du côté d'un autre survival horror qu'il faut chercher pour trouver le pacte entre ces médiums. Le premier épisode d'une saga culte, j'ai nommé Resident Evil. Resident Evil est un jeu sorti en 1996 sur la première PlayStation. Le but du jeu est de sortir d'un manoir où a lieu de terribles expériences et qui se voit assiégé par diverses créatures, en premier lieu des zombies. Le jeu est le plus représentatif du genre survival horror avec Alone in the Dark et Silent Hill. Il fut un des cartons de la PlayStation avec plus d'1 million de copies vendues rien qu'en Europe. Ce succès engendrera des suites, beaucoup de suites, des adaptations en film live et en animation, ainsi que des manettes en forme de tronçonneuse. Bref, Resident Evil devient une juteuse licence mondialement connue dépassant même le cadre des joueurs de jeux vidéo. Le jeu marqua surtout les esprits par son aspect cinématographique, notamment sa mise en scène extrêmement flippante. Les graphismes se rapprochant du réalisme permettaient enfin de créer un bestiaire crédible cauchemardesque. La première apparition d'un mort-vivant dans le jeu reste d'ailleurs culte pour beaucoup d'entre nous. Ainsi, de par son aspect et ses créatures, Resident Evil fut souvent rapproché du cinéma de George Romero, papa des zombies modernes et notamment de sa première incursion dans le genre, La Nuit des Morts-Vivants. Et j'ai un problème avec cette association. Je trouve la connexion entre Romero et Resident Evil assez opportuniste. Alors certes, il fut longtemps prévu qu'il réalise l'adaptation du jeu au cinéma, et l'échec de cette collaboration aboutira tout de même à une publicité pour la sortie de l'épisode 2 du jeu, uniquement au Japon. Mais à part ça, les deux univers restent assez éloignés. Les zombies de Romero ont une origine inconnue. Dans Resident Evil, c'est un virus créé par un laboratoire. La Nuit des Morts-Vivants se déroule dans une maison délabrée, Resident Evil dans un manoir bourgeois. D'accord, les héros de zombies sont des membres du SWAT, tout comme ceux de Resident Evil, mais ça sonne plus comme une raison pratique qu'une réelle intention. Et l'idéologie véhiculée par les deux œuvres n'ont absolument rien à voir. Les films de Romero sont un charge contre la société américaine. Ces zombies sont des outils métaphoriques s'adaptant à leur contexte. C'est pour ça que Romero reviendra à la charge pour presque chaque décennie, afin d'aborder les problèmes sociaux propres à leur époque. Alors que Resident Evil sonne comme une grosse série B bien bourrine. Il suffit de voir l'intro du jeu pour le comprendre. On incarne des policiers d'élite pour justifier qu'ils savent utiliser des armes, évoluant dans un décor horrifique qui ne rappelle que rarement les films de Romero. La seule raison pour laquelle on associe Romero et Resident Evil, c'est finalement pour l'image grand public du zombie. George Romero est lié à jamais aux morts vivants, il a créé le genre, et dans un jeu où on tue des zombies, c'est de bon sens de rapprocher le travail du cinéaste. Cette filiation est donc un prétexte commercial afin de coller une étiquette cinématographique au jeu. Mais en y regardant de plus près, la mise en scène de Resident Evil est très singulière, bien loin du papa des zombies. Motivé par les limitations techniques de la PlayStation, on ne déplace pas la caméra dans le jeu. On promène notre personnage à travers une succession de plans en 2D précalculés. Ainsi, le jeu est découpé à l'avance tout comme un film, et c'est seulement le rythme de nos actions qui dicte le montage du jeu. Cette hybridation fut très novatrice pour l'époque et reste aujourd'hui très impressionnante. Mais on peut s'interroger sur le choix de découpage. Qu'est-ce qui a motivé le réalisateur du jeu à choisir tel ou tel plan ? Quelle référence avait-il ? Car en analysant de plus près, il y a beaucoup de plans qui rappellent des vieux films de maisons hantées, notamment La Maison du Diable de Robert Wise ou Psychose d'Alfred Hitchcock. Mais Resident Evil est un jeu japonais. Il ne fut pas seulement nourri d'inspiration occidentale, il existe aussi un film important qui fait office de troisième mère pour le jeu, un film sorti uniquement au Japon, Sweet Home. Sweet Home est un film d'horreur japonais sorti en 1989 et réalisé par Kiyoshi Kurosawa, un des fers de lance du cinéma japonais contemporain. Il est spécialisé dans le thriller et a notamment réalisé Creepy, Tokyo Sonata ou encore Cure. Kurosawa, qui n'a rien à voir avec Akira Kurosawa, est très reconnu à l'international et a notamment remporté le prix de la mise en scène à un certain regard et le Lion d'argent à la Mostra de Venise. Sweet Home est son troisième film et n'a donc jamais été distribué ailleurs qu'au Japon. De plus, il a seulement été édité en VHS là-bas en raison d'un conflit artistique entre son réalisateur et son producteur, le légendaire Juzo Itami. La rumeur veut qu'une director's cut de Sweet Home, approuvée par Kurosawa, existe et attend d'être exploitée quelque part.
Comme je suis à peu près sûr que vous n'avez jamais vu Sweet Home de votre vie, je vais faire un résumé du film histoire d'aller plus vite. Allez, c'est parti. Sweet Home raconte l'histoire d'une équipe de télévision se rendant dans le manoir abandonné du célèbre artiste Ichiro Mamiya, afin d'y faire un documentaire. Mamiya est un peintre qui a laissé quelques fresques à l'intérieur de sa bâtisse. Le Scooby Gang du jour se compose de Kazuo, le réalisateur, Emi, sa fille, Akiko, la productrice, Asuka, la journaliste et Taguchi, l'intermittent. Il commence le tournage, mais rapidement le manoir voit ça d'un mauvais œil et toutes sortes d'événements paranormaux surgissent. Ça commence hardcore par la possession de Asuka par Lady Mamiya, la femme de Ichiro. Une nuit, alors qu'il y a une petite soirée pyjama qui se prépare, elle déterre le cadavre de l'enfant Mamiya qui finit par être très fatigué par ce manque d'originalité. Akiko se rend alors le lendemain aux abords du village pour demander quelques renseignements. Elle tombe sur un vieux garagiste qui, comme n'importe quel personnage de redneck ou de vieux dans les films d'horreur des années 80 qui habite à proximité du lieu du crime, lui dit que c'est chaud. Mais Asuka l'entend pas de cette oreille et elle finit par exploser la Jeep contre un arbre, histoire de coincer tout le monde dans le manoir. La nuit suivante, les ombres attaquent et finissent par tuer Taguchi, avec beaucoup de panache. Enfin, le vieux de la station-service finit par arriver et rendre service à nos héros, en mourant. Kazuo disparaît, laissant Emi et Akiko avec le problème à gérer. Elles finissent par entrer en contact avec Lady Mamiya qui leur explique que son fils est tombé par accident dans la chaufferie de la maison, la plongeant dans un profond malheur qui la poussa à se suicider. Son esprit n'étant pas parti en paix, elle hante désormais les lieux et tue n'importe quel intrus afin que son fils ait des amis avec qui jouer. Emi se bat alors avec Lady Mamiya dans un chouette combat de boss, elle gagne, Lady Mamiya peut désormais partir en paix et nos héros quitter ce lieu maudit, qui s'écroule pendant le générique de fin. Vous l'aurez compris, Sweet Home est un film de maison hantée assez mineur malgré son ambiance très réussie, mélangeant des références cinéma d'horreur des grands maîtres occidentaux et une histoire de yokai typiquement japonaise. Sweet Home pourrait rester une petite péloche sympathique qui pourrait plaire aux complétistes de la filmo de Kurosawa, mais d'autres faits se sont penchés sur son berceau. Car malgré le conflit entre le réalisateur et le producteur, le film a permis la révélation d'un vrai génie. Vous avez peut-être remarqué les maquillages extrêmement impressionnants et effrayants. C'est bien normal, puisqu'ils sont l'œuvre de Dick Smith. Un très grand maquilleur américain qui a travaillé sur L'Exorciste, Le Parrain ou Taxi Driver. La tête qui explose dans Scanner, c'est lui aussi. Dick Smith fut un des premiers maquilleurs à être vraiment connu du grand public, grâce notamment aux articles publiés dans la presse spécialisée où il explique ses secrets de fabrication. Un livre sortira d'ailleurs en 1985 et qui est pour beaucoup considéré comme une bible. Ces articles, Kazuhiro Tsuji les lit de manière obsessionnelle. Son rêve est de devenir un grand maquilleur effets spéciaux. Souhaitant obtenir une première expérience sur un plateau, il contacte Dick Smith à la fin des années 80. Smith doit justement partir pour le Japon afin de travailler sur Sweet Home. Et tout comme il l'a fait pour Rick Baker sur L'Exorciste, il propose à Kazuhiro de l'assister sur Sweet Home. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 20 ans, Kazuhiro Tsuji devient le disciple de Dick Smith, l'épaulant sur les diverses créations du film. Après quelques années au Japon, Tsuji prend le nom de Kazuhiro et s'envole pour les USA. Il travaille notamment sur Le Grinch, La Planète des Singes, les deux premiers Men in Black aux côtés de Rick Baker parce que la vie est parfois bien faite, mais aussi Hellboy ou encore Benjamin Button. Il a récemment obtenu 2 Oscars pour Les Heures Sombres et Scandale. L'équipe technique de Sweet Home est donc composée de futurs grands noms parmi lesquels on peut aussi ajouter celui de Masaya Matsuura, un compositeur qui fut célèbre dans les années 90 puisqu'il a composé la musique du jeu vidéo Parappa the Rapper. Et le jeu vidéo n'est pas si éloigné de l'univers de Sweet Home, puisqu'aussi atypique que cela puisse paraître, le film fut accompagné à sa sortie d'un jeu vidéo développé par Capcom pour la Nintendo Entertainment System. La musique n'est pourtant pas réalisée par Matsuura, mais l'œuvre de Junko Tamiya, qui composa également la musique de Bionic Commando, toujours sur la NES. Sweet Home, le jeu, est sorti uniquement au Japon comme le film. Les adaptations de jeux en film datent du début des consoles puisqu'on retrouve des adaptations célèbres comme E.T. ou Massacre à la tronçonneuse déjà sur Atari 2600. Cette tendance se généralisera dans les années 80 avec l'explosion du blockbuster et des produits dérivés. Mais d'une manière générale, adaptation et qualité vont pas de pair. Les jeux sont généralement réalisés dans un délai très court et les équipes échangent rarement afin de créer un contenu qui reflète la qualité du film. Sweet Home fait office d'exception. En effet, les deux œuvres sortirent conjointement et le jeu fut pensé comme une version interactive du film. Cette création a obtenu une attention particulière puisque Kiyoshi Kurosawa, le réalisateur du film, a supervisé la création du jeu et l'équipe de développement de Capcom fut invitée sur le tournage très régulièrement. Parmi cette équipe figure Tokuro Fujiwara, un producteur à l'origine de plusieurs classiques de chez Capcom comme Ghosts and Goblins ou Bionic Commando. Sweet Home le jeu est une adaptation libre du film qui prend la forme d'un RPG d'horreur se déroulant dans le manoir. On y joue les 5 protagonistes, chacun possédant une caractéristique spéciale afin de coller à ce qui se fait dans les RPG japonais de l'époque.
Kazuo a un briquet, Akiko une trousse de soins, Amy garde un passe-partout pour ouvrir la plupart des portes, Taguchi une caméra et Asuka un aspirateur. On avance, on combat, nos personnages évoluent, acquièrent de meilleures armes, etc. À la seule différence que si l'un de vos personnages meurt, il disparaît pour la suite du jeu. Mais ce qui frappe aux yeux, c'est que déjà le jeu est en anglais alors qu'il est sorti uniquement au Japon, et c'est normal, la capture que j'utilise provient d'une version traduite par les fans pour que vous puissiez suivre les dialogues, et d'autre part, c'est les similitudes avec Resident Evil. Déjà, ce plan de la porte qui s'ouvre sans savoir ce qu'il y a derrière, il existe déjà dans Sweet Home, mais ce n'est pas le seul élément caractéristique de Resident Evil qu'on retrouve dans le jeu. Il y a aussi les énigmes, le système d'inventaire, le bestiaire ou l'environnement. Si dans la forme le jeu est un RPG classique, ces innovations permettent à Sweet Home de se distinguer de la concurrence de l'époque, mais également d'être la version RPG 8 bits de Resident Evil, son brouillon en quelque sorte. Il est encore très agréable d'y jouer de nos jours et c'est très dommage que ce jeu ne fût pas exporté car il aurait pu devenir un classique. L'absence du jeu est certainement liée à l'image grand public qu'avait Nintendo, notamment en Amérique du Nord, et aussi par le fait que le film dont il est issu n'a jamais dépassé la frontière. Les développeurs sont fiers de leur travail malgré le succès relatif du jeu. Les années passent et tandis que le survival horror prend de l'ampleur sur ordinateur, notamment grâce à la série des Alone in the Dark en 92, un jeune développeur de chez Capcom, Shinji Mikami, travaille sur 3 jeux Disney sur la Super Nintendo et la Game Boy. D'après lui, cette période sera frustrante car son imaginaire était incompatible avec celui de la firme aux grandes oreilles. Mais cette ère Disney s'interrompt le jour où Sony propose à Capcom de créer un jeu pour leur première console de salon, la PlayStation. Fujiwara-san propose alors à Mikami d'intégrer l'équipe qui travaille sur le projet et tous les deux tombent d'accord pour faire un remake 3D de Sweet Home. Les possibilités offertes par la console de Sony ainsi que le succès de Alone in the Dark forcent l'équipe à concevoir un jeu d'aventure à la troisième personne plutôt qu'un jeu de rôle. Son nom, Resident Evil ou Biohazard au Japon. L'équipe décide de garder certains éléments de Sweet Home, notamment son décor et son système de jeu. On retrouve notamment l'outil spécifique à chaque personnage. Chris Redfield a un briquet, Jill Valentine un passe-partout et enfin Rebecca Chambers est un personnage de type médic. Sweet Home a donc laissé un impact dans la mémoire des développeurs, et pas seulement ceux de chez Capcom puisque les deux personnages restants ont inspiré Luigi's Mansion et un jeu entier, Fatal Frame, repose carrément sur la capacité de Taguchi de voir les fantômes à travers la caméra, comme Paranormal Activity 5 d'ailleurs. Ce qui montre l'immense contribution de Sweet Home dans le genre survival horror. Mais qu'en est-il de l'influence du film Sweet Home sur Resident Evil le jeu ? Car l'ambition de Mikami en termes narratifs est bel et bien de créer un véritable film d'horreur interactif. Mais dans le cas de Resident Evil, nous ne sommes pas seulement spectateurs, nous sommes actifs face à ce qui se passe à l'écran. L'intention de Mikami n'est pas seulement de faire naître la peur et lâcher la pression. Il fallait que le joueur craigne pour son personnage en permanence, et cela passe par un environnement représentant une menace pour la personne qui joue. Évidemment, on peut agrémenter l'ensemble de jumpscares, quelques petits sursauts inattendus, mais le cœur de la peur fournie par Resident Evil est l'incapacité du joueur à prévoir ce qui va se dérouler dans la prochaine partie du niveau. Quel monstre va apparaître ? Est-il fort ? Rapide ? Est-il seul ? Comment est l'architecture de la pièce ? Pour permettre ce climat de tension, Mikami et son équipe ont imaginé ce système de caméra fixe mais également de l'associer à des angles de caméra très déstabilisants, avec des angles droits et des jeux de focale qui offrent peu de visibilité. Cette science de la suggestion, du hors-champ, provient généralement d'un cinéma à petit budget, et c'est là que Sweet Home le film entre en jeu. Car lorsque l'on compare les plans de Sweet Home et Resident Evil, la connexion est évidente. Ces plans fixes sur de longs couloirs avec des jeux de focale proviennent indéniablement du film de Kurosawa. Ces plans se trouvent pour une grande majorité en début de métrage, lorsque le groupe de héros explore le manoir, et c'est une situation qu'on retrouve dans le jeu. L'exploration du manoir est effrayante, éprouvante, et c'est grâce au film Sweet Home. Il y a bien entendu une adaptation de Resident Evil, mais elle n'est que peu fidèle au jeu. C'est pas grave, me direz-vous, on n'a pas besoin d'avoir un décalque du jeu au cinéma. Mais lorsqu'on va voir un film Resident Evil, on s'attend à avoir peur. Le jeu est un jeu d'horreur, c'est d'ailleurs le premier jeu à avoir été catégorisé comme survival horror. Et le film Resident Evil n'est pas un film d'horreur, c'est avant tout un film d'action où on a remplacé les hommes de main habituels par des zombies. Finalement, si vous voulez regarder une adaptation live proche du jeu Resident Evil, regardez Sweet Home. C'est le brouillon de Resident Evil. Je dirais même que Sweet Home, le film et le jeu sont les parents de Resident Evil. Les connexions narratives entre le cinéma et le jeu vidéo existent donc depuis la deuxième génération de consoles, à un degré rudimentaire puisqu'il a fallu attendre quasiment 10 ans pour pouvoir exploiter le potentiel contenu dans le diptyque Sweet Home, mais tout était déjà là. Et c'est assez drôle quand on voit cela de nos jours comme quelque chose de révolutionnaire alors que c'était présent dès la popularisation du jeu vidéo. Mikami et Kurosawa avaient déjà expérimenté cette collaboration rêvée entre cinéma et jeux vidéo, bien avant d'autres. J'ai parlé de Del Toro au début de cette vidéo. Hi, I am Guillermo del Toro. Mais vous savez ce qui est ironique ? C'est que lui aussi a tenté de travailler sur la narration cinématographique en jeu vidéo.
Il y a d'abord eu Insane, annulé en 2012 suite à la faillite de THQ, mais aussi Pity. Pity, pour Playable Teaser, est une démo apparue le 12 août 2014 sur PS4. Elle est le fruit de la collaboration entre Guillermo del Toro et Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear Solid. La démo nous place à la première personne dans une maison où divers phénomènes inquiétants ont lieu. Et en regardant la démo, on remarque aussi ses angles droits et ses longs couloirs, tout comme Sweet Home et Resident Evil. À la fin de la démo, on nous révélait déjà qu'on jouait un personnage interprété par Norman Reedus, donnant encore plus l'aspect film interactif à l'affaire, mais aussi que la démo était celle de Silent Hills, reboot de la série de jeux concurrente à Resident Evil, dont le premier épisode est sorti en 1999, aussi sur PlayStation. Et je trouve ce chemin parcouru absolument fou. On part de Sweet Home, un projet atypique entre le cinéma et le jeu vidéo, qui initie la création d'un genre tout nouveau, qui inspirant de nouveaux réalisateurs qui en viendront à créer des jeux toujours plus proches de cinéma. Je trouve que ce dialogue permanent entre cinéma et jeux vidéo est absolument épatant, car il existe finalement depuis plus longtemps qu'on ne le pense, ou qu'on veuille nous faire croire. Et c'est finalement la meilleure chose qu'on puisse entretenir entre ces deux médiums. C'est pas de faire des adaptations de films en jeu ou faire des films interactifs. Chacun a sa spécificité, et c'est le manque de l'un dans l'autre qui est fondamental de creuser. Comment faire un jeu divertissant avec la narration d'un grand film? Comment insérer les réflexes d'un jeu pour créer une nouvelle manière de raconter une histoire? Beaucoup s'interrogent sur ces questions, et ce qui manque cruellement aujourd'hui, ce sont des structures qui donnent les moyens à ces créateurs d'explorer ces tranchées encore vierges. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce 4e épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo ou à regarder les précédentes. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.